Salut Joe, je te souhaite la bienvenue dans ce podcast du Laboratoire du Web. Donc j'espère que tu es chaud pour cette interview. Salut Fabien, oui, oui, tout à fait. Je suis tranquillement sur ma terrasse, il fait bon, donc j'ai tout le temps là. J'ai mon petit café à droite et je t'entends très bien. Génial. Eh bien, écoute, c'est parti. On va parler donc pendant 40 minutes, 1 heure. Ça dépend des questions et de combien de temps on discute autour de certains sujets. On va essayer de montrer aux gens comment un entrepreneur réfléchit, comment il prend ses décisions. Euh, en fait, de rassurer les gens sur le fait que les entrepreneurs ou pas entrepreneurs, surtout que tu nous diras que toi, tu es encore aussi salarié à côté. Ouais. Il n'y a pas de. En fait, ouais, voilà, il y a une sorte de voyage qui se fait Oui, dans notre tête qui permet de changer notre point de vue, nos décisions et qui font qu'on bascule du côté obscur de l'entrepreneuriat. ouais. Et donc, c'est l'objectif de ces interviews, c'est de voir comment un entrepreneur réfléchit pour ceux qui nous écoutent, à leur tour, pouvoir se lancer ou exploser leurs résultats si jamais ils sont encore bloqués au début. D'accord. Et donc, pour commencer, histoire de s'échauffer, j'aimerais bien savoir qui était le Joe enfant. Ah, super. Le Joe enfant, il était dans une famille de 6 personnes, donc j'avais 3 frères et sœurs et mes parents, de parents d'origine espagnole. Donc il y a aussi eu une forme d'intégration dans. Je suis né en France, hein, mais dans la France de Mmh. l'époque, avec mon nom à consonance hispanique, et plutôt enfant calme, un peu réfléchi, sportif, et notre famille était plutôt assez simple. Mon père était maçon, ma mère était nounou ou restait à la maison, suivant les cas de figure. Et après, quand mon père, avec le travail de maçonnerie, était un peu plus fatigué, les deux se sont mis en couple en tant que concierge. Voilà, donc je viens plutôt d'une famille de travailleurs bien déterminés à s'intégrer dans ce pays qui était la France, et puis des gens qui étaient vraiment, ouais, des bosseurs, et des gens qui avaient des belles valeurs humaines. Voilà, c'est un petit peu D'accord, donc toi, tu étais la. plutôt l'enfant calme. J'étais l'enfant calme, mais j'étais le dernier de la fratrie, et pour Mmh. tout te dire, j'étais avec un peu d'humour, mon père me disait que j'étais l'accident, puisque j'étais venu 10 ans après le troisième. Donc il y a eu 3 enfants sur 4 ans, et puis 10 ans plus tard est arrivé le petit dernier. Donc j'ai eu la chance d'avoir non seulement l'amour de mes parents, mais également finalement un amour assez paternel ou maternel de mes frères et sœurs qui avaient sacrée différence d'âge par rapport à moi. Et je pense que j'ai été le mieux loti de tous, quoi, vraiment, par rapport à tout ça. D'accord. Donc, j'ai eu déjà dans mon enfance plutôt beaucoup de chance, parce que très aimé, choyé et supporté par tout le monde d'ailleurs. Chouette. Et du coup, tu rêvais de quoi, toi, quand tu étais petit, que tu avais donc du coup tout l'amour de tes parents, que tu étais dans une ambiance qui était quand même assez, assez bonne. Tu te voyais comment plus tard? Alors, tu veux dire d'un point de vue plutôt euh, activité, ou d'un point de vue qualité de vie, sur quel, ou les deux d'ailleurs, qu'est-ce que tu La veux savoir? question, la question Ouais, ouverte, que ce soit ouais. l'activité que tu veux faire ou ta vie de rêve, Bon. comment tu te Bah, voyais quand tu étais petit? alors, je pense, en ce qui me concerne, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais il est clair que pour moi, mon enfance a forgé mes désirs et mes envies de l'homme que je deviendrai. Ça, c'est clair. Je pense que très, très consciemment, je disais, tiens, je vois ça, je veux ça. Donc, il y a eu quelques exemples, j'ai quelques flashbacks là, qui me reviennent en discutant avec toi. Bon, déjà, étant d'une famille plutôt modeste, je veux dire, à revenu modeste, hein, je l'entends bien, on était plutôt dans des appartements assez petits, on partageait les chambres.
Et puis, j'ai pu côtoyer, de par les activités sociales, comme le sport ou l'école, des personnes qui avaient un train de vie supérieur. Des maisons, des barbecues, des piscines, des belles voitures. Et c'est vrai que euh, sans avoir la moindre frustration en tant qu'enfant, j'étais pas malheureux en tant que tel, mais je me projetais, tiens, et ben, ça m'a forgé. Je me suis dit, quand je serai plus grand, je veux que moi, ma famille, habitions dans un appartement plus grand ou même encore mieux dans une maison. Je rêvais de me faire griller des saucisses, tu vois. Enfin, c'était basique, mais me dire, tiens, sur ma terrasse à faire des saucisses, et ben, ça voudrait dire quelque part une forme de confort et de vie. Donc, il y a eu effectivement toute une phase comme ça de vision très très jeune, hein, je devais avoir entre 8 et 15 ans, c'est toute cette période-là où j'ai vraiment conscience de ça, où je me suis projeté dans le Joseph, enfin, un peu idéal, quoi, que je voulais me proposer à moi-même, mais surtout après à la famille que je comptais un jour créer, quoi, et avoir. Donc voilà, clairement, j'ai eu cette envie d'augmenter un petit peu le niveau de confort et de bien-être que j'ai pas forcément connu, sans pour autant être malheureux. Vraiment, par rapport à ça, j'avais aucune frustration. C'était juste une vision, un projet, une motivation supplémentaire. Ok, et tu avais des métiers qui te faisaient rêver? Très bonne question. Allez, alors, pour tout te dire, moi, j'ai fait un diplôme d'ingénieur et je l'ai décidé en classe de 5e. Oh, c'est Donc, tôt. ouais. Donc, à partir de la 5e, c'était ça que je voulais faire et c'est ça que j'ai fait. Avant, je dirais que c'était beaucoup plus classique. C'était les vétérinaires et les pompiers, quoi. Mais c'était plutôt. Bon, je pense que tous les enfants passent un peu par ce stade-là, en tout cas peut-être les garçons. Mais c'est vrai que j'ai assez rapidement eu conscience. Et peut-être que c'est lié, tu sais, au fait que j'avais des grands frères et sœurs qui, eux, étaient déjà, quand j'étais en 5e, j'avais quoi, environ 12 ans. Donc Ouais. mes frères et sœurs avaient entre 10 et 14 ans de plus que moi. Donc eux, ils étaient déjà quasiment en fin d'études ou en cours d'études. Donc quand j'ai eu un frère qui est informaticien, un autre qui est médecin, une sœur qui est infirmière. Donc j'ai pu voir à travers eux leur motivation à faire des études plus ou moins longues, à comprendre leur choix, pourquoi informatique d'un côté, pourquoi médecine de l'autre, pourquoi infirmière. Et du coup, peut-être que ça te permet de te poser des questions plus tôt en disant bah tiens, peut-être qu'il faut que je m'intéresse à ce que je vais faire plus tard, dès que possible. Et puis après voilà, tu peux pas. On dit souvent qu'on est le fruit des 5 personnes qu'on comptait le plus. Donc moi en ce qui me concerne, jusqu'à l'âge de quasiment allez, fin de collège, les 5 personnes que j'avais le plus, c'est mes 3 frères et sœurs et mes parents quelque part. Donc c'est eux qui m'ont influencé complètement dans leur approche. Donc j'avais conscience que être ingénieur, c'était déjà un bon métier, a priori. Ça allait être pas mal, hein, pour assouvir les besoins d'avoir une belle maison un jour ou autre. Et puis c'était aussi quelque chose qui matchait avec le fait que j'aimais bien maths physique, par exemple, à l'école, quoi. Donc tout allait bien, Ok, c'est tout marrant. convergent. Ouais, c'est marrant d'avoir t'avais déjà tu te projetais déjà aussitôt. C'est pas souvent le cas. On demande souvent aux gens, aux enfants au collège de s'orienter, on leur demande ce qu'ils veulent faire. Et, et souvent, les enfants ont du mal à répondre, ce que je peux comprendre. Et du coup, toi, comme tu côtoyais des frères et sœurs qui étaient plus vieux, qui étaient déjà en avance, ça a permis peut-être de te projeter. Et c'est intéressant de voir ça. C'est intéressant Mm. comme parcours. En tout cas, vu comment mon grand frère bossait médecine, c'était sûr que c'était pas ça. Parce qu'il bossait jour et nuit, quoi. C'était de la folie ce qu'il bossait. Et je me suis dit, bon, ça a l'air pas mal être médecin, mais si c'est ça, c'est compliqué. Ingénieur, ça m'a semblé plus facile quand même. Mais bref, c'est un autre débat. Et bon, du coup, justement, avant de faire le lien entre le Joe entrepreneur et salarié, mais le Joe qui est devenu, il y a une partie qui est devenue entrepreneur et le Joe enfant.
avant qu'on fasse le parcours entre les deux. Est-ce que tu peux présenter aujourd'hui ce que tu fais, donc pas Mhm. tout seul, Oui, en termes d'entrepreneuriat? bien sûr. Alors, donc aujourd'hui, ben, j'ai 48 ans. Je réfléchis toujours un peu parce que j'ai toujours du mal à me souvenir de mon âge. J'étais resté un peu à 23. À 23, je le disais tout de suite, mais depuis 23, j'ai toujours du mal il faut que je réfléchisse. Donc, j'ai 48 ans, je suis marié et j'ai deux enfants, deux filles de Mmh. 14 et 17 ans, qui, elles, ne savent pas du tout ce qu'elles veulent faire plus tard. Voilà, pour les différences. Avec mon épouse Laurette, on est plutôt dans l'entrepreneuriat immobilier, si j'ose dire, Mmh. puisque il y a pas mal de temps, on s'est lancé dans des acquisitions multiples et variées, et donc de la location nue, courte durée, pour ceux qui connaissent un petit peu, donc c'était un petit peu appart-hôtel, et également appartement en colocation. On accueille des actifs ou des étudiants qui viennent passer quelques mois ou plus dans dans la ville où on a investi. Donc, je suis salarié encore en ce qui me concerne, une boîte depuis 20 ans, une boîte qui évolue le monde du vélo, qui est aussi ma passion. Donc, je suis assez content aussi d'avoir atterri là-dedans. Et mon épouse, elle, Laurette, a lâché son travail il y a environ 3 ans maintenant pour se consacrer déjà à la famille. C'était un des souhaits qu'elle avait, et puis à la gestion de nos appartements immobiliers, parce que bon, il faut gérer les locataires, les contrats, retrouver de nouveau quand la personne est partie. Et là, depuis 3, 4 mois, elle a créé, elle est devenue agent commercial immobilier. Et comme on aime beaucoup investir en immobilier, rénover, retaper et puis mettre en location, on s'est dit qu'on pouvait aussi les faire pour d'autres personnes. Et donc, elle devient accompagnatrice pour des potentiels investisseurs qui n'ont pas forcément le temps et chercher des biens pour eux, suivre tous les travaux jusqu'à la mise en location. Voilà. Donc ça, c'est tout nouveau, on démarre à peine, mais c'est quelque chose qu'on a fait pour nous, donc du coup on veut le faire pour d'autres. Alors c'est elle qui le fait, c'est elle qui est officiellement à la tête de cette activité. Et bon, mais comme on aime bien travailler en cerveau collectif, quand il y a un produit intéressant, on en parle, éventuellement je me prends un petit peu de temps pour le visiter avec elle, et puis on se dit, tiens, c'est une affaire qui pourrait être intéressante pour un investisseur. Donc voilà, sinon moi je suis donc salarié, je t'ai dit, depuis 20 ans. Ouais. Et il y a quoi, environ ouais, 1 an et demi maintenant, j'ai demandé à mon employeur d'avoir plus de temps pour moi, euh, et, euh, et j'ai négocié d'avoir ce qu'on appelle un temps partiel. Alors c'est pas à mi-temps, mais je suis à 80%. Donc je travaille à 80% Ouais. et j'ai récupéré environ 20% de temps libre, ce qui veut dire que alors je travaille pas 4 jours sur 5, mais j'ai un peu une vision différente, c'est que je voulais être avec mes enfants quand elles sont, elles, disponibles. Et elles sont disponibles en vacances. Et donc, j'ai négocié plutôt plus de semaines de vacances et non pas un temps partiel de 4 jours par semaine. Mmh. C'est-à-dire que comme mes filles sont en vacances, Toussaint, février, Pâques et Noël, je suis en vacances avec elles. Et on peut donc planifier en vacances, des vacances ou des parents famille ou des voyages au long cours qu'on n'avait pas forcément pu faire avant parce que j'étais un peu dans, dans le stress et dans le fait que je devais m'adapter plutôt à mon métier. Et là, maintenant, c'est plus officiel. Je prends les vacances, je m'organise autour de ça. Et c'est un super équilibre pour moi, quoi. Ouais, c'est original, comme, façon de prendre un temps partiel et finalement quand tu as des enfants, c'est vrai que c'est dommage de travailler, enfin d'être obligé de travailler alors qu'eux ils sont en vacances et je trouve que l'approche est sympa et En fait, ce qui m'a poussé à. Je t'ai coupé, Fabien, je suis désolé, mais ce qui m'a non, poussé vas-y. à faire ça, c'est que concrètement, je me suis dit, putain, mais ce qui est intéressant, c'est que, imaginons que demain matin, notre activité nous suffise à en vivre à deux, enfin en couple, enfin à quatre, mais en couple au niveau de moi, enfin, mon épouse et moi-même pour la partie revenu. Mais qu'est-ce qu'on ferait du temps libre à deux alors que les enfants doivent aller à l'école?
Et parfois, je me suis beaucoup interrogé sur le fait, imaginons que nos enfants, des enfants ont des pères ou des mères, enfin, des parents, on va dire, rentiers, donc qui sont capables de ne pas dépendre d'un salaire ou de 2 salaires, mais ça peut être aussi un tout petit peu déstructurant pour l'enfant lui-même. Je m'explique. Depuis que mon épouse a arrêté son travail, et donc elle est beaucoup plus à la maison, donc ça, il y a 3 ans, mes filles avaient donc du coup à l'époque 11 et 14. Euh, avec le temps, elles ont l'impression que maman ne travaille plus. Alors qu'elle fait tout de même des choses, elle a des visites à faire avec des potentiels locataires, il y a des contrats, il faut gérer la comptabilité de l'entreprise familiale immobilière. Enfin, donc, bien souvent, on s'est rendu compte que nos enfants associaient le fait de partir le matin travailler à un vrai travail et le fait d'être à la maison à répondre à des potentiels locataires ou gérer des problèmes liés à la partie immobilière comme étant pas un travail, parce qu'on était à la maison. Et je trouve que c'était intéressant dans ma réflexion parce que tu te dis, effectivement, si l'enfant associe, alors évidemment, on en discute, on leur explique, hein, parce que l'idée, c'est aussi qu'elle soit ouverte d'esprit pour, pourquoi pas elle-même entreprendre et ne pas forcément avoir un employé plus tard, hein, on est parfaitement en phase. Mais il ne faut pas non plus que ce soit à contrario de leur capacité de développement intellectuel et aussi de leur capacité de travail. Et bien souvent, c'est ce que je trouve assez positif de la partie école aujourd'hui, c'est que tout de même, ça les oblige un tant soit peu à travailler, à forcer, à faire des devoirs, à se donner une forme de discipline qu'elles n'auraient pas forcément si elles étaient, voilà, on l'a vu, depuis on sort du confinement et de la partie Covid, là, et c'est plus compliqué de travailler à la maison quand tu es un enfant que d'aller à l'école et s'astreindre aux 6, 7, 8 heures par jour. Ouais, ouais, je vois bien ce que tu veux dire, c'est original, mais du coup, sans, sans chercher à titiller, est-ce que ça serait pas une des raisons qui te pousserait encore à rester salarié, ou il y a d'autres facteurs? Alors, oui, 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 c'est une des raisons, c'est clair. C'est une des raisons qui fait que. Après, je pense on n'a pas encore atteint le niveau en termes de revenus immobiliers. On a forcément des charges, hein, des crédits, etc. À rembourser. Donc, on prépare, je dirais, un bel avenir d'un point de vue financier, d'un point de vue patrimonial, ça c'est clair, mais à l'instant T, on a aussi des encours de crédit qui font qu'il faut les assumer et qui fait que ce qu'on appelle le cash flow, hein, dans le jargon immobilier, c'est qu'est-ce qui reste à la fin du mois Mm. une fois que tu as payé toutes tes charges et que tu as récupéré les loyers. Le cash flow est correct, mais il n'est pas forcément au niveau suffisant pour nous faire vivre au même niveau que Que celui qu'on aujourd'hui. a aujourd'hui d'un point de vue salarial. Voilà. Donc, euh, évidemment, on pourrait baisser un peu la voilure, se dire, bah, tiens, on va peut-être un peu moins bien vivre, et puis peut-être mieux vivre en termes de temps pour soi, ce qui est, pour moi, le temps, c'est quand même quasiment la ressource la plus précieuse qui soit. Mais dans la mesure où j'ai eu cette espèce de soupape là, avec mon temps partiel, ça me va bien. Alors peut-être que dans 1 an ou 2 ans, j'aurai besoin de encore plus d'air et plus de temps pour moi, qui sait. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est simple, hein, j'avais presque, quand j'ai proposé ça à mon employeur, je pensais, j'étais prêt, hein, dans ma tête à ce qu'ils me disent non, pas possible, et du coup à aller à la discussion next qui était bon, comment on fait, rupture conventionnelle, je pars, enfin bref, je m'étais plutôt mentalisé, si j'ose dire, dans cette optique-là. Et malheureusement, enfin, surprenant, grande surprise, il dit non, pour le travail rendu depuis presque 20 ans, pour ce que tu fais, pour l'expérience, aucun problème, on comprend. Ah, bon, bah, super, alors allons-y. Et c'est vrai que ça a été, pour moi, voilà, pour l'instant, j'ai un vrai équilibre. Alors oui, pour revenir à ta question, c'est une des raisons qui fait que je garde mon travail, de leur montrer que j'ai un travail et que j'ai besoin de travailler pour vivre. C'est un tout petit peu inconsciemment ce qui me pousse à faire cela. Et puis après, voilà, je pense que le volume immobilier n'est pas encore suffisant pour dire, tiens, on peut vivre comme des papes. Voilà. Oui, puis comme tu me disais en off, c'est plus facile pour obtenir des prêts bancaires
quand tu as un Ah oui. CDI dans lequel tu es depuis 20 ans. Oui, c'est clair. Oui, effectivement, quand tu veux faire une demande bancaire pour un crédit immobilier, on en a fait un récemment encore, et c'est clair que le fait d'avoir une assise, enfin, être salarié, une fiche de paye, ça rassure toujours le banquier. C'est vrai. Parce que du coup, vous avez combien de biens aujourd'hui? Donc Alain, aujourd'hui, on en est à 13 biens locatifs, euh, plus notre maison. Ça commence à faire pas mal. Et vous avez commencé quand pour toute la partie investissement? Alors, euh, on a commencé, je dirais, il y a assez longtemps. Par contre, on a vraiment, vraiment accéléré depuis 2014. C'est-à-dire que depuis 2014, on a acheté un, voire deux biens par an. Ouais. Et avant 2014, on avait acheté notre maison, on l'a payé évidemment, mais on l'avait fait construire. On avait notre maison plus deux biens locatifs en 2014. Et depuis, on a accéléré. On est parti, on a notre maison et 13 biens. En l'espace de 6 J'ai- ans, on a rajouté une dizaine de biens. J'adore ton profil parce que tu as un profil sur lequel les gens pourraient éventuellement plus se raccrocher à quelqu'un qui est complètement indépendant financièrement, rentier, tout ça, et où le gap paraît important. Mhm. Alors que toi, tu as fait un choix dans tes valeurs qui sont la famille. Tu as fait un Oui, choix avec ta femme quand même, d'une notion quand même relativement forte sur la notion de patrimoine. Tu vois, plus oui. que absolument faire un maximum d'argent, il y a cette notion de patrimoine. Et petit à petit, en fait, en achetant un à deux par an, mine de rien, d'ici 10, 20 ans, il y aura des biens qui seront remboursés, tout ça, et après, le confort sera intéressant. Et du coup, j'aime bien le profil que tu présentes, parce qu'il est quand même plus proche de ce que certains peuvent vivre actuellement et la situation dans laquelle ils peuvent être. Mhm. Alors, oui, oui, ce qui est sûr, c'est que notre approche, elle est patrimoniale, donc elle est aussi de laisser quelque chose euh, aux enfants. Donc, c'est aussi une source, enfin pour moi en tout cas, ça a été une source immense de motivation et d'accélération euh, lorsqu'on a, lorsqu'on est, voilà, en 2014, on s'est dit bon bah allez, lançons-nous beaucoup plus là-dedans, dans une optique éventuellement d'en vivre. Et c'est ce qui nous a permis de 3 ans plus, enfin il y a 3 ans de laisser, de faire que mon épouse a pu laisser son travail. Mais également, tu construis quelque chose qui est pour toi et également pour tes enfants. Tu vois qu'il y a il y a une prise de relais à terme. Donc c'est aussi très très intéressant. Pour moi, c'est une source de motivation avant toute chose qui était. C'est pas l'argent qui me fait courir. L'argent, j'en ai en fait rien à faire. Vraiment. Enfin, dès l'instant que j'ai un toit sur ma tête, de l'eau pour boire quand j'ai soif et puis manger quand j'ai faim correctement, j'ai pas besoin de beaucoup plus que ça. Je suis pas dans une boulimie financière. J'ai envie d'avoir un train de vie qui est bon, qui est agréable et qui me permet de voyager et de profiter des petits plaisirs de la vie, mais je suis pas du tout dans une optique de créer le plus de patrimoine possible. Donc ça, c'est... Oui, t'as pas la En folie des fait, grandeurs. et bien souvent, je trouve que ce qu'il faut, enfin, quand je parle avec des entrepreneurs, peu importe dans quel domaine, mais bien souvent, je vois des gens qui ont extrêmement beaucoup d'ambition, que je respecte. Il faut en avoir, c'est important. Et je crois qu'il faut toujours aussi se caper, se dire qu'est-ce que je veux atteindre. Parce que sinon, on est pris dans un engrenage absolument incroyable d'en vouloir toujours plus. Et finalement, on souhaitait se créer une liberté financière ou une liberté de temps. Et souvent, parce que ça marche bien ou parce qu'on est pris dans cet engrenage-là, on ne sait pas s'arrêter. Et nous, on s'est très clairement dit à quel niveau on voulait être.
en termes de revenus immobiliers, donc du cash flow, avant que l'un et l'autre, les deux en même temps, puissent lâcher leur job. On n'y est pas encore, donc on est dans la course toujours à le créer, avant de se dire, bah, si un jour j'atteins ce niveau-là, et ben peut-être que on pourra se dire, on arrête de travailler pour un employeur. Mais voilà, et ce niveau-là est le même niveau depuis 2014. Donc on le cherche là, on s'en Oui. rapproche année après année, mais on n'est pas en train de le dire, bah non, bah, tiens, on a atteint ça, ben on va le doubler. Non, on est dans une logique, quand on aura atteint ce niveau-là, il faudra alors qu'on agisse et qu'on soit cohérent avec ce qu'on avait dit qu'on ferait il y a 5-6 ans. Ok. En fait, ouais, il y a toujours cette notion de garder un peu les pieds sur terre, de se fixer un objectif qui est raisonnable et puis oui, de pas partir dans la folie des grandeurs à vouloir toujours plus et finalement t'éloigner de la raison pour laquelle tu le faisais au début. Absolument. C'est Mm. vraiment ma Et philosophie. il y a un truc que j'ai bien aimé tout à l'heure, tu as dit, j'ai bien aimé parce qu'au niveau mindset, je trouvais ça intéressant, c'est quand tu as demandé tes 80% et que Oui, en tête, tu avais en tête d'autres scénarios possibles et oui, notre cerveau a vite tendance à essayer de calculer, bah, c'est notre cerveau reptilien, enfin c'est tout ce qui est sécurité, on a tendance à vouloir calculer à l'avance ce qui va se passer. Et oui, c'est marrant parce que ça montre deux choses, c'est que tu t'étais déjà dit, bah, écoute, comment je peux voir, enfin peut-être que je demande une rupture conventionnelle et tout ça. oui, Et au final, tu as demandé, on t'a dit oui. Et du coup, oui. la deuxième chose que je trouve intéressante, c'est que parfois, on se fait une montagne pour des choses et il suffit juste de demander. Ça m'arrive régulièrement pour les interviews. Ouais. Il y a des gens qui sont plus ou moins inaccessibles euh, dans le sens où on se projette vite, genre lui, il a beaucoup de succès, il est inaccessible, ou il y en a certains qui véhiculent un peu cette inaccessibilité. Et j'ai été très surpris parfois juste d'envoyer un message, de proposer, puis on me dit oui, et puis voilà, en fait, Oui, si tu ne demandes pas, oui. tu n'as pas. Alors, oui, là, c'est sûr que pour moi, c'est extrêmement simple. Alors là, j'avoue que j'ai pas de blocage par rapport à ça. Moi, je pars du principe que si tu ne poses pas une question, tu auras forcément une réponse négative. Parce que si tu poses une question, c'est que tu as besoin d'une réponse, et en général, soit pour ta propre culture, soit pour une réponse favorable ou négative. Mais à ne pas la poser, tu n'avances à rien. Si tu la poses, tu as un non. Bon, bah, le non, ça fait partie d'une des réponses possibles. Il Mm. faut anticiper le non. Il faut aussi anticiper le oui. Mais si tu poses pas la question, eh ben, tu es sûr que la réponse est non, quoi. Donc, Si tu fais pas de euh, choix, tu as le choix par défaut de toute façon. voilà. Donc, alors là, on est très, très. On n'a pas de blocage par rapport à ça pour tout ce qu'on fait d'ailleurs. Quand on doit négocier quelque chose, quand on a acheté un appartement avec un prix plus bas que ce qui est indiqué, et ben forcément, on pose la question. On sait qu'on peut avoir un oui, on sait qu'on peut avoir un non. Et puis, on essaie toujours de se dire, OK, bon, si on a un oui, on a ce plan-là. Et si on a un non, on a ce plan-là. Et, euh, et du coup, c'est comme ça qu'on avance, mais on n'est jamais bloqué par ce type de questions. On y va. Ouais, c'est clair. Ça, c'est un truc à retenir pour ceux qui écoutent juste oser, juste demander, c'est comme ça qu'on avance. Ouais. Et j'aimerais bien savoir, ça a été quoi un peu ça a été à quel moment, comment ça s'est manifesté le déclic d'accélérer un peu les investissements, parce que vu que tu es dans ta boîte depuis 20 ans, Mhm. il y avait un certain confort. Qu'est-ce qui fait qu'un jour vous êtes dit, allez, c'est parti. Alors, c'est extrêmement intéressant la mission. Et c'est aussi lié à un élément de la vie. Alors, je vais pas dire de bêtises, mais je pense que c'était en septembre 2013 de mémoire. Je me casse mon tendon d'Achille Ok. en faisant du sport. Clac, ça casse, super génial. Et je dois me faire repérer 2 mois après. En novembre, je me souviens, opération. Ils ont dû me raccrocher le tendon sur le talon, c'était super. Et bon, j'ai eu 6 mois de rééducation, enfin de plâtre au début, puis après
une forme d'attelle, les, les béquilles, et puis réapprendre à marcher, etc. Donc, du coup, j'ai eu pendant un moment de ma vie, et moi je suis dans mon métier, je suis commercial, hein, donc je suis posé à aller visiter mes clients régulièrement. Je suis quasiment la moitié de mon temps en voyage, en tout cas à l'époque c'était le cas. Et du coup, je me suis posé la question, mais putain, mais je vais faire quoi? Je suis commercial et je ne vais pas me déplacer pendant 6 mois. Quid de ma vie, quoi. Et euh, pareil, à l'époque, mon employeur était super compréhensif. Ils ont mis des outils de communication, vidéoconférence, etc., qui n'étaient pas forcément très diffusés à l'époque, mais des systèmes comme du GoToMeeting, je pense que tu connais, Oui. qui m'ont permis de connecter avec mes clients depuis mon canapé où j'étais avec ma jambe en l'air là, et de faire des vidéos et avoir j'ai pu continuer une activité à distance. Mais cependant, je me suis posé quand même beaucoup de questions. Mais c'est vrai que je suis tellement fragile. Comment, si j'avais pas un employeur compréhensif, par exemple, il aurait pu me virer et je me serais retrouvé au chômage avec mon pied pendant 6 mois et en rééducation. Et c'est vrai que j'avais pas du coup une activité ultra intensive à ce moment-là. J'étais supposé être en arrêt, donc j'étais en arrêt, mais j'avais comme des contacts avec mes clients. Et la plupart du temps, du coup, je commençais à me poser des questions sur voilà, comment assurer mes arrières, c'est ça plutôt. Et puis bon, de fil en aiguille, je suis tombé sur différents sites médias, sur l'indépendance financière, le fait de devenir rentier, etc. Et j'ai intégré une formation à l'époque, c'est là où on s'est croisés d'ailleurs, hein, Fabien, et qui m'a permis de rencontrer d'autres gens avec des mindsets finalement proches du mien, mais j'avais pas forcément cette conscience. Et c'est à partir de là, effectivement, où on s'est rendu compte que dans l'entrepreneuriat, il y avait différents potentiels de développement, de piliers, dont l'immobilier en faisait partie, bon, également la création de business sur Internet et la bourse et autres. Et moi, c'était plutôt l'immobilier. J'avais déjà commencé avec mon épouse. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une autre façon d'exploiter du bien locatif, notamment en meublé, en courte durée, et puis à terme après en colocation. Et c'est là qu'on s'est un peu plus ouvert et c'est là qu'on a accéléré, vraiment, depuis cette phase où j'étais 6 mois sur mon canapé. Je me souviens même avoir fait 2 visites en béquille d'appartement. Ah, c'est intéressant. C'est-à-dire que des fois, il nous faut. C'est pas forcément des éléments graves, hein, mais c'est vrai que souvent ça ressort. Il y a un élément déclencheur qui te fait prendre conscience que il faut peut-être réfléchir autrement si on veut que ça continue si on veut atteindre les Ce qui est objectifs. intéressant, c'est que tu vois, pour moi, alors je vais dire avoir un mot un peu fort, même si c'est pas complètement ça, mais quelque part pour moi, avoir 6 mois à rester à la maison, c'était une forme d'échec, tu vois, c'était une forme en tout cas de frustration, de contrainte, d'absence de liberté. Je pouvais plus me déplacer, je pouvais plus conduire, je pouvais plus voir mes clients. Enfin bref, je suis resté 6 mois à la maison. La seule chose que j'ai pu faire, c'est quand j'ai pu commencer à marcher, j'ai pu marcher un peu dehors, mais c'était extrêmement. Donc, je l'ai plutôt vécu comme une forme d'échec. Et en fait, on voit très bien et on se rend compte quand tu as un petit peu l'histoire des très très grands entrepreneurs, mais ils sont tous, je pense, forgés par les échecs et les frustrations que ça a généré. Il y a des vidéos qui courent sur Jordan, Walt Disney, les Beatles, etc. Sur le fait qu'ils étaient refusés, considérés comme pas assez talentueux ou autres. Et on voit après ce qu'ils en ont fait. Je crois que l'échec et la frustration alimentent de manière inconsciente une capacité que l'individu entrepreneur a après de se surpasser. Et moi, alors, à mon niveau, à mon échelle évidemment, hein, mais ça m'a vraiment aidé à passer ce cap-là et à changer de perspective. Donc l'échec ou la frustration font partie du succès en fait. Il y a une phrase que j'adore, j'aime bien les petites phrases de grands hommes ou de grandes femmes. Alors je vais pas être capable de la dire parfaitement textuellement, mais au moins de donner une idée, c'est que Churchill avait dit la réussite, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son optimisme. Bon, c'est à peu près ça l'idée, hein. En anglais, ça va être un peu différent, mais ça traduit bien, quelque part, l'état d'esprit de vouloir toujours se relever et de se relever de manière positive pour continuer à progresser.
Ben, ça résume bien un peu ce que j'ai vécu. Voilà. Ouais, je comprends. Et puis j'ai une citation qui est similaire, c'est je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et, Oui, et c'est vrai que c'est un Mandela, je peu crois, il pareil. me semble. Hein. Je sais pas si c'est pas Mandela qui a dit ça d'ailleurs. Là, je me souviens plus là, sur le moment, mais en fait, finalement, c'est juste un état d'esprit, et vu que le sujet global, c'est le mindset, c'est un état d'esprit à avoir. C'est pas, bah, t'as perdu, ok, ça veut pas dire que tu dois pas le prendre mal, que tu dois pas mal le vivre. Enfin, il y a un moment donné, tu peux pas refouler tes émotions, mais en prenant du recul, tes échecs, tes erreurs, qui peuvent être de plus ou moins grande échelle, t'apportent, bah, finalement te construisent, et c'est ce qui fait que tu deviens petit à petit un entrepreneur ou un sportif, ou d'ailleurs ça peut être dans tous les domaines de la vie. Ouais. Et, Tout à l'heure, Fabien, et ça n'a pas tilté tout de suite, mais tu as parlé de ma jeunesse. Je voulais oui, juste te faire deux exemples qui me semblent importants, enfin, en tout cas dans ce qui m'a aidé à me développer et qui quelque part sont assez intéressants. C'est que dans ma jeunesse, donc j'étais vraiment tout petit, je devais avoir 10 ans, allez, j'ai eu le plaisir avec mes parents, et je me souviens aussi de ma sœur, on fait très bien d'aller visiter des appartements pour éventuellement un investissement locatif pour eux, hein, pas pour moi d'accord. forcément, j'avais 10 ans. Et je me souviens vraiment avoir visité d'abord une maison neuve jumelée avec un petit bout de Ouais. jardin, d'accord. Pour moi qui étais en appartement, c'était le rêve. Et j'ai aussi visité avec eux un studio à la montagne, au Ménuire, très précisément. Et, et qu'est-ce qui s'est passé? Et on a visité, très bien, et mes parents n'ont pas osé faire le pas. Et j'ai été évidemment frustré parce que moi, je me rendais pas compte de ce que ça pouvait impliquer d'acheter un appartement, de faire un crédit, de s'endetter. Les taux à l'époque étaient différents, le mindset aussi. Mais moi, petit gamin, j'étais venu avec eux parce que c'était intéressant. C'était aller voir une maison, aller voir un appartement à la montagne, au ski, etc. C'était génial. Mais deux fois, on a visité, on m'a donné un peu l'eau à la bouche, là, tu vois, et on a dit non. Et mes parents n'ont pas acheté ces appartements. Et je pense que inconsciemment également, c'est quelque chose qui m'a forgé en me disant, ben, je pourrais pas faire comme ça. Important. Et l'autre exemple qui m'a aussi marqué et qui est intéressant par rapport à ma démarche plus tard, c'est qu'un jour, je faisais beaucoup de sport et je faisais du tennis et je sais même pas pourquoi, j'ai fait du stop pour me rendre à mon club de tennis. Est-ce que mon vélo était crevé? J'en sais rien et j'avais mon cours. Et donc, je faisais du stop et quelqu'un s'arrête dans une super Mercedes, classe E. Je m'en souviens encore, même si c'était hier. Et bah, il m'a déposé au tennis. Et alors, évidemment, moi, une Mercedes classe E, c'était pas du tout le type de véhicule qu'on avait à la maison. Nous, on avait des Ami 8, c'est des 2 chevaux break. Et puis, et donc, c'est pas du tout le même niveau. Et pareil, quand je suis rentré dans cette Mercedes, je me suis dit, mais non, mais un jour, je vais avoir une super voiture. Alors, ce qui est intéressant, et je te prends l'exemple parce que aujourd'hui, j'ai continué comme d'être complètement addict à l'immobilier, alors que j'ai eu un jour une très belle voiture, ça remonte à maintenant 5-6 ans, je me suis fait une belle BMW X3, tout cuir, etc. Et en fait, je pense, avec ces voitures, quelque part, réaliser mon rêve de gosse, mais ça m'est passé. C'est-à-dire que l'immobilier, avec la notion d'actif patrimonial, ça reste ancré dans mes gènes et je vais continuer. Alors que la belle voiture que j'ai pu avoir et que j'ai revendue depuis, parce qu'en fait, j'en ai rien à faire maintenant. Donc, non, mais tu vois, et du coup, je me suis rendu compte Non, de mais c'est deux intéressant. choses. Ouais, ouais. Et donc, il y a eu deux frustrations de jeunesse. L'une étant pour moi celle qui est restée à perdurer et me semble être important parce que tu construis ton patrimoine pour toi-même et mes enfants. Et l'autre, j'ai un peu crevé l'abcès. Bah oui, j'ai eu une belle voiture, elle était belle, elle était super, les gens ont dit, ah, elle est super, machin. Mais ça n'a pas répondu, finalement, ça a répondu peut-être à un besoin, je voulais me prouver à moi-même de m'acheter une belle voiture, mais ça n'a pas du tout répondu à mon besoin, et du coup, maintenant, c'est pas mon truc d'avoir les belles voitures. Ouais, je comprends, ça me Je fait m'en penser contre, tout en je m'en contre-fou. Ouais, c'est un peu contrefous. comme, Je m'en contrefous, c'est c'est comme les plutôt enfants. le,
c'est plutôt le plaisir que quelque chose peut me procurer qui va me faire être mon moteur. Et pas du tout l'image que quelque chose peut donner de moi-même. L'image, c'est moi qui la gère, c'est pas ce que je possède. Voilà. Ok, ouais. C'est comme les enfants, quand tu leur offres un jouet, ils sont hyper contents de la nouveauté, Oui. et puis ça peut vite leur passer. Ah bah, là, un peu comme la nouveauté, comme la voiture, ça te donne envie. Puis, bah, si c'était pas vraiment une passion, que c'était juste un désir, bah ok, je l'ai vu. Bon, bah maintenant, c'est quoi le suivant? Alors que l'immobilier, il y a un côté plus profond, c'est que c'est pas l'immobilier en tant que tel, c'est ce que t'apporte l'immobilier autour. Et du coup, ce que je voulais un peu rebondir, parce que quelque part, pour moi, cette voiture que j'ai achetée et que j'ai revendue plus tard, ça symbolise un petit peu ce que j'appelle le matérialisme. Et, et je crois que parfois on confond la réussite dans sa vie avec effectivement ce matérialisme. Et je pense que, en tout cas en ce qui me concerne, ça m'est passé. Voilà, c'était pas du tout. J'ai fait fausse route. Et ça fait partie de la vie. Et, euh, et, et je vois beaucoup trop. Alors, on est dans une génération de réseaux sociaux, de paraître, d'images. Et parfois, quand on est jeune, on a du mal forcément à distinguer la part des choses. Et en tout cas, je voulais juste le dire parce que dans la discussion, ça m'est venu là et je pense que c'est important de le signifier. Ouais, c'est important à souligner. Et aujourd'hui, tu es toujours passionné de sport, tu t'y es remis? Alors, non, c'est juste Question qui fâche. Ouais, non, non, mais oui, heureusement que mon épouse n'est pas là. Mais non, je me suis permis. Alors, il faut dire que après mon opération et ma rééducation du tendon, j'ai tout de même une forme de fragilité et parfois aussi de peur que ça me reprenne. Donc, il y a plein de sports qui me sont quasiment interdits parce que dès l'instant que je sollicite un peu trop mon pied, j'ai une douleur assez intense qui arrive assez vite et ça peut durer pendant quelques jours comme si je boite. Donc Ouais. il y a une limitation. Donc il y a quelques sports qui ne sont pas interdits, qui sont même très bons, comme le fait de nager ou même le vélo. Mais après, il y a toujours un manque de motivation. Alors quand tu as fait beaucoup de vélo dans ta jeunesse, qui fut mon cas, à 20-22 ans, et que tu en as 48 avec un surpoids, bon, j'ai pris peut-être 15 kilos depuis ma jeunesse, quoi, et que tu te rends compte que tu n'as pas du tout le même niveau que l'époque, c'est un peu plus compliqué. Donc, mais c'est vrai que c'est un thème. J'aime bien marcher. Je fais des marches quasiment tous les jours, une demi-heure ou une heure. Je trouve que c'est très bien, mais pas forcément de sport à outrance. Mais ça, c'est un truc qu'il faut vraiment que je mette dans ma marche à suivre. C'est rigolo, j'ai l'impression des fois que, alors c'est pas parce qu'on y porte attention, mais euh, hier, je parlais avec un autre entrepreneur en interview et il me disait à peu près la même chose, en gros que le sport c'est indispensable et tout, qu'il en avait beaucoup fait et que c'était son truc du moment de retrouver la motivation pour retrouver une activité sportive. Donc c'est marrant que 2 jours de suite, le même sujet revienne sur le tapis. À croire que c'est de ma faute dans mes questions, je sais pas. Tu es un Et sacré runner, toi. Tu cours pas mal, non? Tu cours beaucoup, il me semble. moi, je cours beaucoup. Et ben, je l'avais raconté hier dans l'interview, mais c'était sur un coup de tête à la naissance de mon deuxième fils. Comme au premier, j'avais un peu laissé tomber le sport. Au deuxième, j'ai voulu faire l'inverse. Tu vois, esprit de contradiction, je me suis dit, je vais faire l'inverse, je m'y lancer à fond. Et donc, du coup, j'avais préparé un marathon et après, je m'étais penché sur l'Ironman. Donc, j'avais fait l'Ironman. Donc, ouais, j'ai couru beaucoup. Et cette année, j'avais pas mal de courses de prévues. Du coup, tout a été annulé ou reporté. Je devais faire le marathon de Paris, je devais faire le semi-Ironman des Sables d'Olonne, je devais faire un truc aux gorges du Verdon, un gros swimrun. Enfin, il y a pas mal Ouais. d'activités, de choses qui étaient prévues qui ne sont pas. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Oui, c'est ça, c'est clair. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, ou même, enfin non, en tant que Joe tout court, c'est quoi selon toi ton plus gros blocage? Jusqu'ici, tu vois, jusqu'à hier, je parlais de défauts, mais j'aime pas le terme, mais qu'est-ce qui, selon toi, te freine le plus dans ta progression? Si, il y a un truc qui te freine, évidemment. Alors, c'est une très bonne question, ça. Euh, je-
Bah, ce qui me freine le plus, c'est que j'ai une pleine conscience d'être le chef de famille, en tout cas le chef d'une famille, et que ma vie en tant que telle, elle pourrait être risquée et j'assumerai mes choix ou mes erreurs pour moi-même. Mais le fait d'avoir des personnes qui sont derrière, à côté, inconsciemment, je veux leur donner un cadre de vie et de sécurité pour qu'elles puissent se développer sereinement. Donc, mon plus gros frein, c'est le fait que voilà, je ne vis pas que pour moi. En tout cas, c'est ça ma philosophie. Oui, t'as une responsabilité. Voilà, oui, c'est ça, mais j'ai presque plus un sens à ma vie par rapport à ça. C'est-à-dire que ma première fille, ça fait presque 18 ans, dis donc, ma première fille, elle était dans son petit cosy, qu'on l'a ramené de la maternité après 2-3 jours. On est passé là-bas avec mon épouse et qu'on l'a posé sur le canapé avec le maxi cosy. On était assis sur les escaliers, on s'est regardé avec ma femme et dit quoi. Bon, bah, ça y est, on n'est plus à 2, on est à 3 quoi. Ça y est, c'est fini. Il y a eu un changement, un déclic. J'ai basculé du vivre pour moi-même à ce moment-là. Alors, avec mon épouse, mais elle était parfaitement indépendante et capable de s'assumer elle-même aussi. Hein. Elle n'a pas attendu que j'arrive pour être la femme qu'elle est, quoi. Mais par contre, cette petite boutchotte là de quelques jours, elle était incapable de vivre et survivre sans nous, sans la protection, sans l'amour, sans les soins, sans l'alimentation. Donc c'est cette conscience là qui aujourd'hui fait une forme de frein, parce que je pense que peut-être que je serais pas là où je suis aujourd'hui si j'avais pas eu ma famille. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que j'ai des rêves égocentrique qui ferait que je serais ailleurs, que je ferais autre chose, mais il y a quand même une notion de groupe, de clan, et donc on fait des choix pour le bien-être de la famille et pas de l'individu. Et c'est ce qui peut être le frein aujourd'hui. Donc c'est cette notion de prudence, de ne pas faire n'importe quoi. Quand on va faire des projets, si je trouve un projet parfois immobilier qui me semble rentable, juteux, intéressant, attractif, mais il y a une part de risque parce qu'il y a des travaux, parce qu'il y a des autorisations à avoir, tu vois, et peut-être qu'il faut mettre 1 million sur la table en investissement. Peut-être qu'à ce moment-là, je vais pas le faire parce que j'ai ça derrière qui me dit je peux pas mettre en péril l'équilibre financier que l'on a aujourd'hui, quoi. Donc je suis plutôt dans une logique de construire brique par brique que de faire des gros sauts dans le vide. Tu vois, ça c'est plutôt ma philosophie à moi. Donc voilà, j'ai pas mon blocage, c'est je vais pas faire un énorme projet du jour au lendemain. C'est pas ma philosophie, et j'ai vraiment un blocage par rapport au fait que je veux protéger mon clan. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire en tant que parent, moi aussi, avec 2 enfants en plus en bas âge. Il y a une sorte de monde entre les entrepreneurs qu'on voit beaucoup sur Internet, qui sont entre guillemets célibataires tout seuls et puis qui peuvent prendre des risques, parce que les risques sont tout relatifs, ce qu'un père de famille ou une mère de famille peut plus difficilement faire. Mais en même temps, c'est bien aussi d'accepter que cette frustration, elle est aussi nécessaire pour avoir le bon équilibre. Et comme tu dis, il vaut mieux construire brique par brique et ne pas s'arrêter que de faire all-in une seule fois, tu vois. Et j'aime bien ce truc de brique par brique, parce que moi, en sport, franchement, ça a été ce qui a été le plus marquant, notamment pour l'Ironman. Tu t'en rends pas compte, tu travailles tous les jours, enfin tous les jours, il y a des jours de repos, mais et sans relâche, que tu sois motivé, pas motivé, que tu aies envie, pas envie. Enfin, tu vois, il y a des jours, tu n'as vraiment pas envie. Et tu t'aperçois, sans t'en rendre compte, au fur et à mesure, que le jour J, tu es prêt, ou à peu près, quoi. Enfin, mais tu sens qu'il y a eu une évolution juste parce que tu n'as pas lâché, tu as eu cette discipline. Et tu as fait les choses petit à petit sans sauter les étapes. C'est ça. Aujourd'hui, c'est pas
c'est pas trop compliqué de gérer au niveau organisation ton métier et les investissements immobiliers, même si vous avez l'avantage d'être à deux dans ce projet, avec ta femme qui a du coup consacre la majorité de son temps à cette gestion. Mais du coup, comment ça s'organise au niveau de cette gestion? Disons que il y a parfois, oui, peut-être des moments où c'est un peu plus le rush, parce que tout peut s'imbriquer. J'ai des réunions au travail un peu plus intensives, je suis moins là-dedans. Et puis en même temps, tiens, il peut y avoir un dégât des eaux qui se produit sur un appartement en location, tu vois, et donc il faut intervenir vite. Enfin, parfois, on a des lois des lois des séries qui arrivent. Mais globalement, je trouve, mis à part les petits coups de boost qu'on peut avoir des fois, ça se passe bien. Laurette est quand même disponible pour ça. Et puis moi, j'ai aussi la chance d'avoir un travail qui me donne comme quelques libertés au niveau de mon emploi du temps. C'est un gros avantage aussi. Donc ça se passe plutôt bien. Après, oui, ce qui est important, c'est pas facile, quoi. Enfin, ce que je veux dire, c'est que on n'est pas en mesure, pour parler l'immobilier locatif, il y a pas mal de paramètres. Il y a l'appartement, il y a les problèmes qu'il peut avoir, il y a des problèmes d'éventuellement de paiement, le locataire qui partent ou qui arrivent ou qui se plaignent. Il y a aussi la copropriété. S'il y a un souci et que ton appartement est impliqué, ben, il faut aussi intervenir. Donc, ça crée un patrimoine, mais le patrimoine facile n'existe pas, si j'ose dire. Donc, il y a toujours des contreparties à la création de richesse. La contrepartie, c'est parfois ton temps, parfois être capable d'assumer rapidement le fait que quelqu'un ait besoin de toi. Il faut se trouver le temps pour le faire. Et puis bon, après, tu as des paramètres extérieurs. Autant dire tout de suite que quand on a eu le Covid-19 et le confinement, je dirais, intensif et obligatoire pendant 2 mois, les locations courte durée du type tourisme, là où tous les déplacements sont interdits, ça n'existe plus. Donc pendant 2 mois, tu dois faire face à avoir 0 rentrée et que des charges, des crédits, des charges copropriété à payer. Il faut être capable de l'assumer. On avait la trésorerie, donc voilà. Et pour tout te dire, quelque part, on s'est posé beaucoup de questions, parce que finalement, le fait de gérer, on gère 7 biens en courte durée, c'est aussi chronophage. Il faut contacter les autres qui arrivent pour 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, faire des contrats, les paiements. Et le fait d'avoir pendant 2 mois rien qui rentre, bon, c'est une forme de souci, mais ça a été aussi une forme de confort, parce qu'on a récupéré beaucoup plus de temps. Donc il faut toujours voir le côté positif des choses. Quelque part, on a fait une belle pause aussi dans notre implication avec la gestion au moins de ces appartements-là. Et c'était plutôt positif quelque part, malgré le fait qu'on n'avait pas d'argent qui rentrait. Bon, je dirais pas qu'on voulait faire ça pendant 6 mois, tu vois. Mais pendant 2 mois, ça fait une belle pause, ça fait comme une forme de petites vacances. Et on s'est posé plein de questions sur ce qu'on fait, comment on fait évoluer notre stratégie sur ces appartements-là. Est-ce que on modifie nos tarifs? Est-ce qu'on modifie notre approche? Est-ce qu'on les met en moyenne durée? Enfin, du coup, c'était un moyen, cette pause-là de 2 mois de confinement, pour se reposer des questions et revoir un peu notre stratégie en fonction de notre envie de vivre, quoi. Donc c'était finalement positif. Alors que beaucoup de gens sur les réseaux, je vois immobilier, c'est la galère, on ne peut rien, je suis en manque de trésorerie, qu'est-ce que je fais, je suis mort. Bref, et dès l'instant que on avait nous une trésorerie suffisante pour pouvoir revenir, on n'a pas paniqué, et puis plutôt on a vécu ça très bien, même très très bien. C'est une excellente leçon à en tirer. Comme on disait tout à l'heure, hein, tous les événements sont forgeurs. Mais là, si ça peut forger l'esprit de certains en se disant que, par exemple, quand tu es entrepreneur, c'est bien d'avoir un fonds de roulement suffisant, de voir suffisamment à l'avance pour ne pas faire n'importe quoi, de voir le côté positif, là, le fait que, effectivement, ok, tu n'as plus d'entrée d'argent, mais par contre, c'est bien à gérer pour connaître des gens qui font de la location. Qui ont fait ou qui font de la location courte durée, je sais ce que ça peut représenter. Finalement, tu
tu peux en profiter pour réfléchir, te poser, à réfléchir à la suite, à ce que tu vas faire. Donc finalement, on peut toujours trouver le côté positif. C'est juste nous, à l'intérieur de nous, la façon dont on a de gérer une situation qui nous arrive. Et pour parler d'immobilier, j'ai toujours prodigué quelques conseils, parfois un peu de coaching à des investisseurs, mais j'ai toujours eu, moi, comme démarche, j'ai toujours dit qu'il vaut mieux se lancer dans l'immobilier avec une forme d'épargne de précaution, voire même de l'apport. Et je sais que c'est parfois à contre-courant de toutes les formations qu'on a pu voir, de gens qui disent acheter à 110%, 120%, mettez zéro argent dedans et investissez tout sur la banque. Et j'étais toujours je dirais, à contre-courant de ça, parce que je trouve que c'est pas de rendre service aux personnes que de vendre du rêve, à dire à 0 €, vous pouvez acheter l'immobilier et vous allez vous enrichir ou faire du cash flow tous les jours, tous les mois. Parce que il y a toujours des problèmes qui se passent. On n'achète pas, c'est pas un bout de papier qu'on range dans un tiroir. C'est quelque chose qui, quelque part, vit avec les locataires que tu accueilles ou que tu as, et avec tout l'environnement direct. Et moi, j'ai toujours considéré qu'il fallait mieux avoir un tout petit peu d'apport ou d'épargne de précaution pour faire face aux, aux coups durs. Le Covid, ça en est un, mais on peut parler aussi d'une période de gilets jaunes où c'était beaucoup plus compliqué de louer parce que les gens avaient peur de se déplacer, où les gares étaient fermées parfois. Enfin bref, on a eu aussi une phase gilet jaune à un moment donné où on a vu aussi une chute de la locative au niveau de nos appartements courte durée. Et je crois qu'il faut vraiment investir, mais avoir toujours un filet de sécurité. Ça, c'est mon meilleur conseil immobilier. Parce que, et attention aux marchands de rêve. Attention aux marchands de rêve. Ok, eh bien, écoute, c'est un super conseil sur lequel on va clôturer cette interview. Mais du coup, avant de clôturer pour de vrai, alors je vais avoir une micro-question à te poser pour le plaisir. Et sinon, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi et ou ta femme, si les gens ont besoin de conseils autour de l'immobilier? Alors, donc sur Facebook, on a une page qui s'appelle Parents investisseurs, qui définit bien ce qu'on est. On a les deux facettes. Donc, sur Facebook, on tape Parents investisseurs et on doit trouver ma page. Enfin, j'espère. En tout cas, c'est comme ça qu'on me trouve. Et sinon, mon profil Facebook, c'est Jo de Savoie, parce que je suis dans les montagnes en Savoie. Ça marche. De toute façon, mon assistante trouvera la page et elle mettra la page dans le lien. Donc, il n'y a pas de souci. Super. Ben, écoute, c'est passé vite cette discussion. Franchement. Ok. Et donc, une dernière question quand même. Ouais. Si tu avais un super pouvoir, ça serait lequel? Alors, sans hésiter, mais c'est pour des raisons très très personnelles, ce serait de voyager dans le temps. Ok, génial. C'est un beau pouvoir. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup pour ton temps. Merci, Adrien. Et je te dis à très bientôt. Allez, ça marche. Merci, au plaisir. Salut. Ciao.